Alors, dans cette vidéo, on va s'intéresser à un exercice de baccalauréat qui fait intervenir dans une fonction des cosinus et des sinus, donc des fonctions trigonométriques. Il s'agit de l'exercice 3 du sujet d'Anti-Guyane du bac S de juin 2018. Je ne vais traiter dans cette vidéo que la partie A. Voilà. Donc le but, ça va être vraiment de traiter la partie qui fait intervenir cosinus et sinus et de ne pas traiter la partie intégrale, puisque on n'a pas forcément encore vu le programme sur les intégrales quand on fait les fonctions trigonométriques. Donc on s'intéresse à un logo pour une marque, voilà, qui va avoir cette forme-là. Et donc on va le décomposer, ce logo, en une fonction dont la courbe va être la partie supérieure du logo et une autre fonction dont la courbe va être la partie inférieure du logo. Alors en annexe, vous avez les courbes, hein. Donc on a une fonction f, une fonction g qui ont des courbes représentatives et vous voyez qu'en fait ça va dessiner le logo ici. On a donc la fonction f et la fonction g qui sont définies et dans la partie A, on va étudier la fonction f. Voilà. Donc en petit 1, on va nous demander de justifier par exemple que pour tout x appartenant à R, f de x est entre moins exponentielle de moins x et 3 exponentielle de moins x. C'est parti. Donc j'ai recopié l'expression de ma fonction f et donc il faut que j'arrive à montrer cela. Donc il faut que j'arrive à montrer que f de x est compris entre moins exponentielle de moins x et 3 exponentielle de moins x. Comment me lancer dans une question comme ça? Déjà, j'observe que ici, dans mon encadrement, eh bien, je n'ai pas, dans le membre de gauche et dans le membre de droite, je n'ai pas de cosinus et je n'ai pas de sinus. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je m'intéresse au cosinus et au sinus de f et que j'essaie de voir comment je peux m'en séparer. Il y a un réflexe à avoir en mathématiques avec les fonctions cosinus et sinus, c'est que quand on veut fabriquer des encadrements, eh bien, le cosinus et le sinus, on connaît une propriété qui est que pour tout x appartenant à R, donc pour n'importe quel x réel, eh bien, le cosinus est toujours compris entre moins 1 et 1, et également le sinus est toujours compris entre moins 1 et 1. Ça, c'est vraiment la base des encadrements qui font intervenir des cosinus et des sinus. Si vous ne vous souvenez pas de pourquoi, petit rappel, définition du sinus et du cosinus à partir d'un cercle trigonométrique, pour un angle x que je représente sur le cercle trigonométrique par un point, eh bien le cosinus c'est l'abscisse du point qui représente l'angle x et le sinus c'est l'ordonnée du point qui représente l'angle x. Donc vous voyez que les points de mon cercle ici n'ont jamais d'abscisse plus grande que 1 et n'ont jamais d'abscisse plus petite que moins 1. Également, ils n'ont jamais une ordonnée plus grande que 1, ils n'ont jamais une ordonnée plus petite que moins 1. Donc ça veut bien dire qu'un cosinus est toujours compris entre moins 1 et un sinus est toujours compris entre moins 1 et 1. Voilà pourquoi on peut établir ces encadrements du cosinus et du sinus. Je vais donc rédiger ça proprement. Alors, pour tout x, premier point, pour tout x appartenant à R, je sais donc que sinus de x est compris entre moins 1 et 1. Je viens donc d'obtenir un encadrement de sinus de x. Également, j'ai la même propriété pour le cosinus. Pour tout x appartenant à R, eh bien le cosinus de x est compris entre moins 1 et 1. Alors là, moi ici, je voulais moins cosinus de x. Donc je vais multiplier tous les membres de mon encadrement par moins 1. Donc ça me donne, c'est équivalent à dire que moins 1 fois moins 1, ça me donne 1. Moins 1 fois cosinus de x, ça me donne moins cosinus de x. Pas de surprise, c'est ce que je voulais. Et 1 fois moins 1, moins 1. Quand je multiplie une inégalité, tous les membres d'une inégalité par un nombre négatif, je dois changer le sens de mon inégalité. J'ai donc trouvé quoi? J'ai donc trouvé que le cosinus, que moins cosinus de x était un nombre qui était compris également entre
moins 1 et 1. Alors, je vais peut-être utiliser une autre couleur. Hop. Donc celui-là, je vais le mettre en vert. Ça ne change rien, mais c'est un petit peu plus visuel. À partir de là, je me pose la question. J'ai un nombre en vert qui est entre moins 1 et 1. J'ai un nombre en rouge qui est entre moins 1 et 1. Qu'est-ce qui se passe quand j'additionne deux nombres qui sont entre moins 1 et 1? Bah, dans le pire des cas, ils valent tous les deux moins 1 et j'obtiendrai le plus petit résultat possible, c'est-à-dire moins 2. Ou dans le meilleur des cas, ils valent tous les deux 1, c'est-à-dire ils sont le plus grand possible et dans ce cas-là, ils valent 2. Donc, quand j'ai un nombre entre moins 1 et 1 que j'additionne avec un nombre entre moins 1 et 1, je vais obtenir un nombre entre moins 2 et 2. En fait, ça revient à additionner mes inégalités ici, membre à membre. Alors, cette inégalité-là, vous voyez, n'est pas dans le même sens que celle-là. Donc, si on veut vraiment additionner membre à membre, eh bien, on peut tout à fait réécrire cette inégalité. Donc, dire que moins cos x est entre moins 1 et 1, ça s'écrit également comme ça. Moins cos x entre moins 1 et 1. Et donc là, on peut additionner membre à membre. Moins 1 plus moins 1 va me donner moins 2. Sinus x moins cosinus x va me donner moins cosinus x plus sinus x. Et 1 plus 1 va me donner 2. Donc, par somme, des encadrements, eh bien, pour tout x appartenant à R, j'ai obtenu que moins cos x plus sinus x est en fait compris entre moins 2 et 2. Donc là, j'ai réussi à encadrer moins cos x plus sinus x, c'est-à-dire tout ça. Donc maintenant, moi, mon but, je vous rappelle, c'était d'encadrer f de x, donc il faut que je finisse ma reconstruction. Donc, à cette chose bleue, je vais rajouter 1. Donc, pour tout x appartenant à R, si je rajoute 1, eh bien, moins 2 plus 1 va me donner moins 1. Ici, je vais avoir moins cos x plus sinus x, auquel j'ai dit que je rajoutais 1, donc plus 1. Et ça va être plus petit que 2 plus 1, c'est-à-dire 3. Donc là, j'ai reconstruit la parenthèse qui était là. Il ne me reste plus qu'à multiplier par exponentielle de moins x. Donc, je vais multiplier chaque membre de mon encadrement ici par exponentielle de moins x. Attention, quand je multiplie par un nombre, il faut que je vérifie si ce nombre est positif ou négatif pour savoir si je conserve l'ordre ou si je dois inverser mon ordre. Exponentielle de moins x, une exponentielle est toujours strictement positive. Je vais donc multiplier par un nombre strictement positif. Donc, je vais conserver le sens de mon inégalité. Donc, pour tout x appartenant à R, j'obtiens que moins 1 fois exponentielle de moins x. Ça me donne moins exponentielle de moins x. Va être plus petit que tout cela est multiplié également par exponentielle de moins x. Moins cos x plus sinus x plus 1. Alors tout simplement ça, c'est exactement f de x. Donc je peux ne pas m'embêter et dire que finalement, c'est f de x. Et par contre ici, 3 multiplié par exponentielle de moins x, ça me donne 3 fois exponentielle de moins x. Je précise bien, car exponentielle de moins x est strictement positif pour tout x appartenant à R. Ça, c'est ce qui justifie que je n'ai pas changé l'essence. Et j'ai donc fini ma question, puisque c'est ce qu'on me demandait de montrer. Voilà, donc je vous remontre l'énoncé. Donc on me demandait de montrer ça. J'ai donc réussi. On me demande maintenant d'en déduire la limite de f en plus l'infini. Alors, en déduire, quand vous voyez en déduire, c'est qu'il faut vous servir du résultat que vous avez montré juste avant pour faire une implication, donc faire une déduction directe du résultat précédent. Donc, ce qu'on a trouvé, nous, dans le résultat précédent, c'était le fameux encadrement. Alors, pourquoi on a besoin de l'encadrement?
On n'a pas toujours besoin d'un encadrement quand on veut calculer une limite lorsque x tend vers plus l'infini. Sauf qu'ici, quand on regarde l'expression de f de x, eh bien, si on veut faire sans encadrement, il faudrait connaître un petit peu la limite de tout ce qui se trouve dans l'expression quand x tend vers plus l'infini. Or là, déjà, si on observe un petit peu ce qui se passe quand x tend vers plus l'infini, l'exponentielle de moins x, on va pouvoir déterminer sa limite, parce que si x tend vers plus l'infini, moins x tend vers moins l'infini, et donc une exponentielle de quelque chose avec le quelque chose qui tend vers moins l'infini, eh bien, ça tend vers 0. Donc c'est bon, il y a bien une limite pour exponentielle de moins x en plus l'infini. C'est pas ça qui nous dérange. Ce qui nous dérange, c'est en fait le cosinus x et le sinus x, puisque le cosinus et le sinus n'ont pas de limite en plus l'infini. Je vous rappelle que la courbe du cosinus et du sinus, ce sont des sinusoïdes, qu'on appelle couramment des sinusoïdes. Il n'y a pas d'atténuation, hein. Donc ça veut dire que le cosinus et le sinus ne tendent vers aucune valeur, ni vers plus l'infini, ni vers moins l'infini, ni vers un nombre en particulier. Ils n'ont pas de limite en plus l'infini et ils n'ont pas de limite en moins l'infini. Donc on est bloqué. C'est pour cela qu'on va utiliser l'encadrement qu'on a démontré dans la question précédente. Donc d'après la question 1, pour tout x appartenant à R, on a encadré f de x entre moins exponentielle de moins x et 3 exponentielle de moins x. Ça nous fait penser au fameux théorème des gendarmes. Vous voyez, l'encadrement, il sert à quoi? Il sert à faire d'une expression pour laquelle on ne pouvait pas conclure, deux petites expressions pour lesquelles on va pouvoir conclure. Puisque dans mes gendarmes ici, eh bien, il n'y a plus le sinus et le cosinus qui m'embêtaient pour déterminer la limite. Donc, dans le théorème des gendarmes, il faut que les deux expressions qui encadrent l'expression de ma fonction f eh bien, tendent vers une limite commune pour que une limite finie commune pour que f tende également vers cette limite finie. Alors, on va calculer la limite du premier gendarme, la limite du deuxième gendarme, et on en déduira la limite de f. Alors, la limite de exponentielle de moins x. Alors, je vais détailler un petit peu. Je vais d'abord dire que la limite de moins x quand x tend vers plus l'infini, eh bien, c'est moins l'infini. Et que la limite d'une exponentielle de quelque chose quand le quelque chose tend vers moins l'infini, puisque c'est ce qui se passe, hein, exponentielle de moins x, on est en train de dire que le moins x tend vers moins l'infini. Donc, je m'intéresse bien à l'exponentielle de quelque chose qui tend vers moins l'infini. Eh bien, mon cours me dit que la limite est 0. Donc, je vais faire de la composition, c'est-à-dire qu'en fait, je vais composer cette limite avec celle-là. Donc, par composition, vous voyez, je détaille tout, hein. On peut aussi aller un petit peu plus vite et considérer que le résultat est trivial. Ça, c'est à vous de voir. Donc, par composition, la limite de exponentielle de moins x, quand x tend vers plus l'infini, eh bien, c'est égal à 0. Voilà, il y a des personnes qui vont écrire ça directement et c'est pas gênant. C'est un résultat tellement connu que vous pouvez l'utiliser directement. Donc, ça veut dire que moins la limite de moins exponentielle de moins x, donc mon gendarme de gauche, quand x tend vers plus l'infini, eh bien, c'est égal à 0. Mais ça veut également dire que ici, 3 exponentielle de moins x, eh bien finalement, si exponentielle de moins x tend vers 0, eh bien 3 exponentielle de moins x tend également vers 0. Donc quand x tend vers plus l'infini de 3 exponentielle de moins x, c'est également 0. Donc ici, j'ai les limites de mes deux gendarmes. Gendarme de gauche, gendarme de droite. Pardon, gendarme de droite, gendarme de gauche, je vais y arriver. Et donc, ça veut dire que d'après le théorème des gendarmes, eh bien, si mes gendarmes vont tous les deux vers 0, eh bien, f de x va également vers 0. Donc, d'après le théorème des gendarmes, le théorème des gendarmes, eh bien, je peux en déduire la limite de f de x. La limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est également 0. Voilà comment on s'en sort quand dans une expression ici, il y a du cosinus et du sinus et qu'on ne peut pas trouver leur limite. On encadre avec des choses qui n'en ont pas. Alors maintenant, dans la question 3, je dois démontrer que pour tout x appartenant à R, f' de x,
vaut exponentielle de moins x fois 2 cosinus x moins 1, etc., etc. Voilà. Alors, on a admis que les fonctions étaient dérivables ici. Donc, pas besoin de justifier que f est dérivable, on peut directement calculer la dérivée. Donc, on repart de l'expression qui est ici et on va calculer la dérivée. Quand je calcule une dérivée, première question que je me pose, quelle est l'opération principale? C'est-à-dire la dernière que je serais amené à effectuer si je voulais calculer l'image par exemple de 3. Je remplacerai tous les x par des 3. Je calculerai le moins cosinus de 3, sinus de 3, je rajouterai 1 à tout ça, je calculerai exponentielle de moins 3 et je terminerai par cette multiplication. Pardon. Donc la multiplication est donc l'opération principale. Quand l'opération principale est une multiplication, je regarde si j'ai la variable dans les deux facteurs de ma multiplication, de mon produit. J'ai bien la variable dans le facteur de gauche, j'ai bien la variable dans le facteur de droite. Je suis donc obligé de passer par la formule de dérivation de u fois v. Donc je vais définir qui j'appelle u et qui j'appelle v. Donc u de x pour moi, ça va être exponentielle de moins x. Et v de x, ça va être moins cos x plus sinus x plus 1. J'ai besoin de les dériver pour utiliser ma formule de dérivation de u fois v. Donc j'ai u' de x qui est égal à... Alors ça, c'est de la forme exponentielle de u. Exponentielle de u, pour le dériver, je recopie mon exponentielle de u, mais devant, je multiplie par la dérivée de mon exposant. Donc ici, je recopie exponentielle de moins x, mais devant, je vais multiplier par la dérivée de moins x, qui est moins 1. Donc ça fait moins 1 fois exponentielle de moins x, ce qui peut tout simplement s'écrire moins exponentielle de moins x. Et v' de x égale. Alors ici, j'observe, pareil, je veux dériver v, c'est comme quand je voulais dériver f, donc je m'interroge sur quelle est l'opération principale. L'opération principale, ici, il y a le plus ici, le plus ici. Quand j'ai des sommes, eh bien, je dérive terme à terme, sans me poser de questions. Donc, moins cosinus x, eh bien, sa dérivée, ça va être moins la dérivée de cosinus x. La dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Donc, ça me donne moins sinus x. Donc ça, vous devez le savoir, que la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Plus la dérivée de sinus x. La dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Pareil, vous devez le savoir. Et la dérivée de 1, eh bien, c'est 0. Ça me donne moins sinus x, c'est-à-dire sinus x, plus cos de x. Ça, c'est pour v'. Petit moyen mnémotechnique pour retenir les dérivées de cosinus et de sinus. Ça n'a aucune valeur mathématique. Le fait est que j'ai observé que certains élèves le retenaient de cette manière-là et que visiblement, c'était assez efficace pour eux. Alors, ils se font un petit cercle trigo comme ça à la main sur leur cahier. Ils écrivent ici cos de x, ici moins cosinus de x. Alors, comme je vous disais, ça n'a pas de valeur mathématique du tout ce que je vous dis. Et ils s'écrivent ici moins sinus x et ici sinus x. Et ils retiennent que quand on dérive sinus, ça donne cosinus, que quand on dérive cosinus, ça donne moins sinus, que quand on dérive moins sinus, ça donne moins cosinus, que quand on dérive moins cosinus, ça donne sinus. Voilà, ils retiennent comme ça. Encore une fois, ça n'a pas de valeur mathématique, mais si ça vous aide à retenir, c'est le principal. Donc ça veut dire qu'on ne le fait pas apparaître sur une copie. C'est vraiment, pour nous, un moyen mnémotechnique. Alors, du coup, maintenant on va appliquer notre formule. On voulait dériver une fonction de la forme u fois v. Donc, on applique notre formule pour tout x appartenant à R, f' de x égale. La formule, c'est u' fois v plus u fois v'. Donc u' fois v. J'ai donc moins exponentielle de moins x fois v qui est moins cosinus de x plus sinus de x plus 1. Donc u' fois v plus u fois v'. Donc exponentielle de moins x, ça c'est u, et v', c'est sinus de x plus cosinus
de x. À partir de là, je termine mon calcul. Alors là, je peux observer que j'ai en facteur exponentielle de moins x ici et exponentielle de moins x ici dans ma somme. Donc je peux factoriser. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner moins, alors je vais les mettre à la fin, hein, vous inquiétez pas, l'exponentielle de moins x, je préfère l'écrire à la fin. Ça va me donner donc, qu'est-ce qui me reste du premier terme? Il me reste moins toute cette parenthèse. Donc ça fait moins cos x, donc cos x, moins sinus x, moins 1. Plus, ici il me reste quoi? Il me reste sinus x, plus cosinus x. À partir de là, les sinus x vont s'annuler. Par contre, les cosinus x, il y en avait un ici, il y en a un là, donc ça en fait 2. Ce qui me donne 2 cosinus de x. Donc les sinus x ne sont plus présents. Par contre, ici, j'ai moins 1 fois exponentielle de moins x. J'ai donc trouvé cette expression pour la dérivée. Je vérifie tout de suite dans mon énoncé que c'est bien ce qu'on me demandait. Et effectivement, vous voyez ici, c'est bien ce qu'on me demandait. J'ai donc fini la question 3. On passe à la question 4. Dans cette question, on étudie la fonction f sur l'intervalle moins pi, pi. Et donc, on nous dit déterminer le signe de f' de x pour x appartenant à moins pi, pi. Donc, en gros, on veut le signe de la dérivée. Donc, on va vouloir établir les variations dans la question suivante. Donc, il nous faut le signe de la dérivée qui est inscrit ici, entre moins pi et pi. C'est parti. Donc, pour tout x appartenant à moins pi, pi, donc je me suis réduit à cet intervalle, la dérivée vaut cette expression, pas de problème. Je veux déterminer le signe. Pour déterminer un signe, je démarre comme quand je veux déterminer une dérivée, c'est-à-dire que je recherche l'opération principale dans mon expression. L'opération principale ici, c'est une multiplication. Lorsque je veux étudier un signe et que je vois un produit, eh bien je suis content puisque finalement ça va me réduire mon gros travail en 2 plus petits travaux. C'est-à-dire qu'au lieu de trouver directement le signe de mon expression complète, je vais d'abord trouver le signe du premier facteur, ensuite trouver le signe du deuxième facteur, donc vous voyez ça me fait 2 petits travaux, et ça va me permettre de déduire le signe du tout, grâce à un tableau de signes, souvent on utilise. Alors ici, je vais faire un tableau de signes avec une ligne pour 2 cos de x moins 1 et une ligne pour exponentielle. Alors pourquoi je dis une ligne pour 2 cos de x moins 1? Eh bien parce que dans 2 cos de x moins 1, j'observe l'opération principale et je vois que c'est une soustraction. Quand c'est une soustraction, je ne peux pas séparer ici mes termes. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas imaginer une ligne pour 2 cos de x, une ligne pour 1 et une ligne pour l'exponentielle. Hein. Retenez bien ça, c'est une erreur qu'on voit souvent. Quand vous avez une soustraction ou une addition, tout doit faire partie de la même ligne dans votre tableau de signes, puisque la règle des signes qui dit que plus par plus ça fait plus par moins ça fait moins, et ainsi de suite, c'est que dans les produits, ça n'est pas dans les soustractions ou les additions. Alors, je peux démarrer à faire mon tableau de signes. Peut-être couper la caméra pour le faire. Voilà, donc c'est fait. Donc une ligne pour 2 cos x moins 1, mon facteur vert, une ligne pour l'exponentielle de moins x et une ligne pour le produit des deux. Je suis bien sur moins pi, pi. Les autres valeurs de x ne m'intéressent pas. Alors, je vais compléter les lignes. Il y a une ligne qui est facile à compléter, c'est celle de l'exponentielle. Une exponentielle est toujours strictement positive, donc je peux mettre un plus. Vous pouvez l'écrire avec une phrase, hein, car exponentielle de x est strictement positive sur r, donc en particulier sur moins pi, pi. Ensuite, 2 cos de x moins 1. Alors là, vous voyez, quand il y a une soustraction, pour déterminer le signe, c'est un peu plus compliqué, comme j'étais en train de le dire avant. Donc ici, on va chercher vraiment à résoudre une équation, donc sur moins pi, pi, ou plutôt une inéquation. On va chercher quand est-ce que 2 cosinus de x moins 1 eh bien, a une valeur strictement positive. Ça nous dira où je dois mettre les plus dans la ligne qui est ici. Alors, pour résoudre une telle équation, donc si vous ne savez pas le faire, je vous encourage, une telle inéquation, je vous encourage à regarder les vidéos précédentes, car c'est vraiment une capacité que vous êtes censé savoir faire. Du coup, ça nous donne que 2 cosinus de x doit être strictement plus grand que 1.
ce qui est équivalent à dire que cosinus de x doit être strictement plus grand que 1,5. Je ne change pas le sens car j'ai divisé par nombre positif. Alors, maintenant, on est sur l'intervalle moins pi, pi, et on s'interroge quand est-ce qu'un cosinus est plus grand que 1,5 sur cet intervalle. Donc, pour résoudre cette inéquation, je fais un cercle trigonométrique et je réfléchis à ce que c'est que le cosinus d'un nombre réel. Donc, mon nombre réel, je vais le voir comme un angle, et donc je vais prendre le point sur le cercle qui représente mon angle. Donc, je cherche ici, en gros, les points du cercle, dont l'abscisse, puisque cosinus de x représente l'abscisse du point qui représente l'angle x sur mon cercle, donc dont l'abscisse est au-dessus de 1,5. Donc 1,5 sur l'axe des abscisses, c'est ici. Et donc, je trace ce qui va me servir de référence ici. Donc pareil, si vous ne savez pas faire, retournez voir les vidéos précédentes qui sont spécialement sur cette capacité ici de résoudre des inéquations avec cosinus et sinus. Je me rends compte qu'il y a 2 points du cercle qui ont pour abscisse 1,5. Je sais que ces points représentent les angles moins pi sur 3 et pi sur 3. Pareil, si vous ne savez pas pourquoi je dis ça, retournez voir la vidéo sur comment couper une pizza en 6 parts égales. Et donc à partir de là, donc ça c'est cet angle, celui-là c'est celui qui représente moins pi sur 3. Et donc moi, je voulais que le cosinus de x soit au-dessus de 1,5, c'est-à-dire je veux que le cosinus de mon angle soit dans cette partie-là de mon axe des abscisses. Donc ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que mon angle, il doit être entre moins pi sur 3 et pi sur 3. Je suis sur l'intervalle moins pi, pi. Donc je parcours mon cercle de moins pi jusqu'à pi. Donc je pars de moins pi, ici. Je parcours. Au début, le cosinus n'est pas plus grand que 1,5. Vous voyez, le cosinus, il est ici, il avance en même temps. À partir d'ici, le cosinus passe bien au-dessus de 1,5 et le reste jusqu'à pi sur 3. Et ensuite, il ne l'est plus. Donc, les solutions de cette inéquation, ce sont les x entre moins pi sur 3 et pi sur 3. Donc, finalement, ici, je vais compléter en disant si et seulement si x appartient à moins pi sur 3, pi sur 3. Alors, vous voyez ici, pour que ça ce soit vrai, il faut bien ici que je dise résolution. Alors, c'est sous-entendu, mais je peux le remettre si je veux bien montrer que j'ai bien compris. Résolution sur moins pi, pi. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on a trouvé que 2 cos de x moins 1 serait strictement positif. Quand ici, alors, il faut que je retire les valeurs qui sont là. Désolé, il est un petit peu tard pour moi aussi. Hop. Donc, ici, entre moins pi sur 3 et pi sur 3, je vais dire que 2 cos de x moins 1 est strictement positif. Donc, je place moins pi sur 3 et pi sur 3 dans mon tableau. Alors, qu'est-ce qui se passe en moins pi sur 3 et en pi sur 3? Si vous remplacez ici, là-dedans, par pi sur 3 et moins pi sur 3, ça va vous donner exactement 0. Oui, en fait, ici, regardez, si jamais là, je remplace le strictement supérieur à 0 par un égal, ça va me donner un égal ici, un égal ici, un égal ici. Et donc, finalement, les deux angles qui me donneront le cosinus exactement égal à 1,5 seront moins pi sur 3 et pi sur 3. Donc ici, 0, 0. Et ensuite, entre moins pi sur 3 et pi sur 3, c'est strictement positif. Ce qui sous-entend qu'à l'extérieur, ce sera strictement négatif. Donc ensuite, je vais faire le produit de 2 cosinus de x moins 1 et de exponentielle de moins x. Entre moins pi et moins pi sur 3, 2 cos de x moins 1 est négatif alors que l'exponentielle est positive. Puisque la case ici, c'est positif. Donc finalement, négatif fois positif, négatif. En moins pi sur 3, 2 cos de x moins 1 vaut 0 alors que l'exponentielle est positive. Donc 0 fois quelque chose de positif, 0. Entre moins pi sur 3, pi sur 3, positif par positif, positif. En pi sur 3, 0 fois positif, 0. Entre pi sur 3 et pi, négatif fois positif, négatif. Voilà, j'ai donc trouvé le signe de ma dérivée. Et finalement, c'est ce qui m'était demandé. Dans la question petit b, on me demandait d'en déduire les variations de f. Donc vous savez que là où la dérivée est négative, la fonction f est strictement décroissante. Donc on va dire
f est strictement décroissante. Alors, soit vous faites 3 phrases, une pour ici, une pour là, une pour là. Soit vous en faites que 2, vous parlez de là où elle est décroissante. Mais dans ce cas-là, il faut citer les intervalles et ne surtout pas les réunir. Donc, décroissante sur moins pi sur 3 et sur moins pi sur 3, pardon, pi. Et en revanche, f est strictement croissante sur moins pi sur 3. Pi sur 3, voilà qui vient conclure cette étude de fonctions faisant intervenir des cosinus et des sinus.